vous partager, vous partager quelques réflexions autour de cette exploration du renoncement et de la joie. Et puis, on va vous proposer aussi une petite pratique et, euh, et aussi d'amener un petit peu vos propres explorations dans la communauté. Il y a certainement beaucoup de richesses là, à partager. Alors déjà, les mots renoncement et joie. Vous voyez un petit peu comment ça résonne en vous en l'entendant. D'abord renoncement, comment ça crée peut-être une empreinte dans le corps, dans le cœur. Comment c'est entendu. Puis aussi le terme joie. Peut-être que ça résonne d'une certaine manière là, dans le cœur et dans le corps. Alors ça peut-être sembler antinomique, peut-être un peu moins après les 2 jours d'atelier et de pratique que vous avez eus. Mais je sais qu'au premier abord, pour moi, le terme renoncement, c'était pas nécessairement associé au mot joie a priori. Mais peut-être des notions de peur, de résistance, je vais pas lâcher le truc, de privation, de solitude, de jugement. Peut-être la peur de perdre quelque chose ou d'être passif ou de subir les choses si je renonce à intervenir. La peur de manquer. Dans la société de consommation et capitaliste, il y a, nous le savons, un encouragement répété à posséder, accumuler, garder, s'accrocher, avoir plus. Quelques années, j'avais été dans un hypermarché dans un autre pays. J'avais besoin d'un pansement. Et je suis allée à l'hypermarché, très grand. Puis il y avait devant moi un mur de pansements. Wow. C'était intéressant parce que je me sentais complètement submergée. Là, il y avait vraiment le ressenti déplaisant d'être face au trop, à l'accumulation. Je n'ai pas pu assister à l'intervention de Satish Kumar. Je l'ai entendu en fait très récemment. C'était beau, il parlait de la simplicité élégante. Puis là, ce mur de pansement, je ne trouvais pas ça très élégant. Et donc, il peut y avoir vraiment cette promesse illusoire que le plus va créer de la joie. Plus de biens, plus de likes sur mon compte Facebook, plus de renommée, plus d'argent, plus de possession. Il y a là une renommée, une compréhension erronée. Les choses, les objets, les personnes n'ont pas la capacité de nous satisfaire de façon durable. Lorsque je faisais mes études, j'avais un collègue qui, lui, avait terminé, avait eu son diplôme. J'avais dit, ah ouais, Michel, quel accomplissement, tu dois tellement être heureux. Il m'avait dit, ça change rien. Il traversait une période difficile dans sa vie, ça change rien. Ça, je ne comprenais pas. Il avait obtenu quelque chose et pour moi, c'était comme le Graal parmi d'autres pour être heureux. Donc, ça m'avait interpellée, questionnée. Quand je serai avec tel partenaire, quand il n'y aura plus de pandémie, quand je serai connue. Et pour moi, en fait, c'est très poignant de voir combien, de manière très humaine, nous recherchons la sécurité. Être protégé contre la souffrance face à l'incertitude de nos vies. Le fait qu'on ne peut pas trop contrôler les choses, ou très peu.
Donc il y a une sorte de confusion entre le plaisir immédiat, la gratification immédiate, et la joie profonde, nourrissante, intérieure, associée au calme, à l'équilibre. Le renoncement, en fait, pourrait s'appliquer là à l'accumulation des objets. Tiens, je réduis ma part de contribution à la pollution. Je réduis ma part de contribution à la crise climatique, à l'impact sur les populations dans le monde. Je renonce à ceci et du coup, je contribue à un peu moins de troubles dans le monde. Là, il peut y avoir beaucoup de joie qui serait une joie éthique, celle de protéger. Je renonce par élan du cœur de contribuer à la protection pour moi et pour les autres. Et puis aussi, le renoncement, ça ne concerne pas seulement les objets ou les possessions, mais aussi nos habitudes mentales, nos opinions, nos jugements, qui créent beaucoup de séparation. Moi, nous et les autres. Beaucoup de division. Nos paroles qui créent de la division, nos obsessions mentales. Je pourrais vous parler de mes obsessions, c'est pas très passionnant. Ça raconte toujours la même chose. Les anticipations obsessionnelles. Tiens, s'il se passe ça, puis alors je refais le scénario là 10 000 fois. C'est pas très joyeux, c'est pas très épanouissant, c'est pas très tranquille. Et pourtant, sur le moment, il y a une sorte de confusion de croire que ah non, mais ça va m'aider. Et en fait, ça crée pas mal d'agitation, ça nous éloigne de la joie, nous éloigne des qualités auxquelles nous aspirons. C'est très légitime de rechercher de la joie profonde, de pouvoir honorer cette aspiration sacrée, pourrions-nous dire. Très légitime de vouloir éviter le désagréable, et en même temps, je connais quelqu'un qui s'appelle Pascal, qui est ici, qui dit à un moment donné, ça va mal tourner. Et on le sait, on le sait. Nous allons être confrontés aux difficultés, aux troubles, à la peine, à la séparation. Comment traverser l'existence et de trouver de la joie malgré le trouble que l'on va rencontrer? Et la pleine conscience nous propose un autre paradigme. Qu'est-ce qui m'apporte vraiment de la joie? Qu'est-ce qui réduit la peine dans le monde intérieur et extérieur? On s'assied, on ressent, on devient plus sensible, puis on découvre nos habitudes mentales. Parfois, on contacte la joie de la simplicité, juste d'un pas, une grande présence au moment où je fais ce pas-là. Et puis, je découvre mes habitudes mentales qui ne sont pas très aidantes, qui créent du trouble. Douter de soi, se juger, vouloir sans cesse s'améliorer, devenir une autre personne, être quelqu'un d'autre, vouloir que les autres soient différents, vouloir que ce moment soit différent, vouloir que mon esprit ne soit pas agité alors qu'il l'est. Il peut y avoir la joie d'être, l'image qui me venait, c'est d'être comme un vigile qui garde la porte de la cité et qui a le discernement pour voir ce qui crée du trouble, ce qui réduit le trouble ou crée de la joie de la clarté, la joie de renoncer à alimenter le trouble. Le doute de soi, une expérience que je connais pas mal, très douloureux. En même temps, pendant toute une période, je ne voyais pas combien c'était douloureux, je sentais que j'étais pas bien, mais il y a une sorte de compréhension profonde qui n'était pas encore là. Je me souviens très bien un jour, c'était en retraite en réalité, il y a eu ce moment de connexion profonde à la peine
que je m'infligeais. Très clair. Et de manière immédiate, la compassion. Non, je ne vais pas faire ça maintenant. Je ne vais pas poursuivre dans cette voie-là. Trop douloureux. Là, la joie de renoncer à alimenter quelque chose qui crée de la peine. L'histoire n'est pas finie, bien sûr. C'est pas résolu une bonne fois pour toutes. C'est une pratique. Et donc, on a besoin de toute une série d'alliés pour cela. Un peu de courage. Parfois, c'est un courage de guerrier dont on a besoin, de guerrier du cœur. D'abandonner le fait que, bah, tiens, je vais essayer de tout contrôler. Wow. Renoncer à ruminer pour la 327e mille fois. On a besoin de bienveillance. Renoncer à des comportements ou des paroles dures qui divisent. Ça se fait avec bonté. Donc, reconnaître que ça a pu nous aider, mais c'est douloureux lorsque ça devient obsessionnel ou l'unique voie possible. La compassion qui peut s'éveiller au contact avec la clarté. Donc, on a besoin de pleine conscience et aussi un petit peu de calme pour discerner. Et je vois le renoncement comme un acte de générosité. Là, vraiment par générosité, je me donne ce moment de liberté, même très bref, de ressentir de manière incarnée comment c'est ressenti. Pratique de contentement, ce moment qui n'a pas besoin d'être amélioré ou réparé. La joie du mouvement, du renoncement, d'être libéré pour un bref moment, et la joie de la tranquillité qui peut prendre place lorsque nous cessons de rechercher autre chose. Voilà pour quelques réflexions. Pascal, est-ce que tu peux nous partager quelques réflexions autour du renoncement et de la joie pour toi? Oui, merci. Merci, Gwenola. J'aime aussi le rythme un peu contemplatif que tu emploies là. C'est entre autres pour servir Olivier. Moi, je pense que c'est naturel chez toi aussi. Mais ça va, Olivier, de ton côté? Très bien. Excellent. Oui, la joie du renoncement. Je me souviens, il y a quelques mois, Gwenola, tu me demandais est-ce que Pascal, tu voudrais participer avec moi à un échange, un atelier sur la joie du renoncement. Puis, ben, c'est ça, la joie était là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intrigue et que je trouve vraiment beau dans les enseignements de la pleine conscience ou de la psychologie bouddhiste, entre autres. Je me souviens, il y a longtemps, très longtemps, je me souviens, il y a quelques décennies, j'étais sur un genre de quête, de recherche. Puis je me souviens, c'est l'époque où il y avait un film documentaire que les gens se refilaient là, sur une vidéo qui s'appelait le Secret. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir de ça, si c'était assez présent à un moment donné en Europe. Je sais qu'en Amérique du Nord, ça l'était The Secret. Puis c'était un peu comment obtenir tout ce que vous voulez. Et là, il y avait des enseignements sur comment, si vous voulez un yacht, vous pouvez l'obtenir si vous voulez. C'est tous des trucs très matériels en plus, je trouvais. Mais il y avait toujours cette idée là, qu'on pouvait tout obtenir et tout ça. Puis ben, un peu après, je voyais un peu plus clairement que c'était un peu une trappe parce que ça voulait dire que si j'arrivais pas à obtenir les choses, j'étais à blâmer. Hein, que la vie pouvait tout me donner si j'avais les bonnes pensées, la bonne attitude. Puis en fait, ça fonctionnait
pas très bien, à part pour les gens qui vendaient leurs vidéos et qui faisaient beaucoup d'argent avec ça. Pour eux, je ne sais pas si ça fonctionnait parfaitement, là, leur technique. Mais, euh, mais juste à ce moment-là, en tout cas, je ne dis ça pas pour pas être trop jugeant, tout ça, mais il y a un peu au même moment, j'ai découvert d'autres enseignements justement qui parlaient de ça. Puis il y avait un enseignement du Bouddha. Je pense que c'est une des premières choses que j'ai entendues des enseignements bouddhiques, de la philosophie bouddhique. C'était dans un document, là, un sutra où le Bouddha parle et il dit « Mon cœur bondit de joie à l'idée du renoncement. Mon cœur bondit de joie à l'idée du renoncement. » Je me souviens d'avoir lu ça, puis d'avoir été très intrigué. Pour moi, ça a comme ouvert la porte vers une autre destination, là, un autre chemin. Je passais de secret, secret de l'abondance, à la joie du renoncement. Mais ça a commencé juste par être intrigué. Je me dis, ah, mais il y a quelque chose là-dedans, ça sonne paradoxal. Il y a un contresens de la joie du renoncement. Puis, puis, puis je me souviens aussi que dans ce texte-là que je lisais, le Bouddha disait, mais avant, mon cœur ne bondissait pas de joie à l'idée du renoncement, pas du tout. Puis là, je lisais ça, puis je me disais, ah, mais ça, je reconnais, mon cœur ne bondit pas exactement de joie à l'idée du renoncement, qui, comme tu le suggérais un peu, je pense, Gwenola, ça faisait plus appel à aridité, dureté, perte, séparation. Et, et là, maintenant, peut-être 25 ans plus tard, 25 ans de pratique, de recherche un peu, je comprends beaucoup mieux qu'est-ce que ça veut dire, ça. Puis ben, là, je vais me répéter parce que Gwenola, je t'ai entendu dire tout ce que j'avais un peu moi-même en tête, là, de toutes les choses que tu as nommées. Mais c'est ça. En tout cas, en moi, maintenant, l'idée du renoncement, c'est plus associé à la perte ou à être séparé d'eux ou la punition même, peut-être. Parce que je comprends un peu mieux. Et ce que je comprends, c'est que ce à quoi on est appelé sur le chemin de la pleine conscience à renoncer, c'est à ce qui cause du trouble. C'est à ce qui crée des conflits, soit intérieurs, ou soit dans les relations. Alors, toute la pratique du renoncement est vraiment autour de renoncer à la souffrance, si je le mets dans des termes bouddhiques. Excusez-moi, mais c'est vraiment le monde dans lequel j'évolue, le monde du dharma, des enseignements de la philosophie ou de la psychologie bouddhique. Et c'est ça, pour moi la pleine conscience, que j'enseigne aussi là, de façon séculière, quelque chose. À l'université, entre autres à l'Université du Québec à Montréal. Et tout le chemin que je comprends là, de la pleine conscience, c'est un chemin de joie. On pourrait le décrire facilement comme ça, un chemin de joie et de renoncement. Alors, ouais, on renonce à quoi? On apprend à renoncer à se faire mal et à faire mal aux autres. Alors, par la pleine conscience ou à l'Université du Québec, on appelle ça la présence attentive, qui est très, très beau. C'est un peu moins arrogant que pleine conscience. Pleine conscience, c'est un peu, oui, bon, ben, on travaille là-dessus, pleine. Disons qu'elle est un petit peu plus pleine, de semaine en semaine, peut-être. Mais une présence avec une présence attentive, ben, c'est ce que tu décrivais, Gwenola, là, je le mets dans mes mots, ça peut nous permettre à tous, de réfléchir à ça avec d'autres mots, un autre angle, mais renoncer à se blesser, à blesser les autres, c'est beau, quelle joie profonde. Hein? Il y a des sortes de joies, en québécois on dirait, qui sont cheap. C'est des petites joies, c'est des joies qui ont pas beaucoup qui valent pas beaucoup, qui valent pas autant que d'autres joies. Toutes les joies ne sont pas égales.
on pourrait dire. Certaines joies sont profondes, sont belles, surtout sont bénéfiques pour soi et pour les autres. La joie d'offrir la protection aux autres, à soi, la joie de ne pas blesser à travers ses pensées, à travers ses paroles et à travers ses gestes. J'adore la psychologie bouddhiste pour moi parce que c'est tellement bien... en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, tu sais. OK, la joie de ne pas blesser, c'est un peu général, ouais, ça me dit quelque chose, mais devenons spécifiques. Comment? Et la pratique, c'est la pratique. On en parlait avec Gwenola, puis on se disait, mais le renoncement, c'est vraiment une pratique. Là. Découvrir à quoi, d'abord, le discernement, à quoi est-ce que je vais renoncer. Je ne veux pas renoncer à tout, mais il y a certaines choses que ça vaut la peine que j'y renonce. Puis après ça, oui, c'est ça, toute cette étude-là, alors, accompagnée par la pleine conscience, grâce à la pleine conscience, je peux découvrir comment, dans mon esprit, je peux blesser les autres, la façon dont je les porte, ou pense à eux, ou le respect que j'ai de... Est-ce que je me souviens que la personne à laquelle je pense en ce moment est une personne sensible? Est-ce que je me souviens que c'est difficile d'être un être humain? C'est difficile d'avoir 6 sens, d'être constamment touché par des sons, des événements visuels, des pensées, des émotions. Est-ce que quand je pense à l'autre, je le protège dans mes pensées, ou je le respecte, ou je le considère, ou les considère? Wow! Comment ne pas blesser par ses pensées? Et on en a pour quelques décennies là, à explorer ça. Sans se juger soi-même, hein, quand on voit qu'on est au milieu de... On est en plein en train de le faire. Là. Oh là, je suis en train de dénigrer quelqu'un. Puis il y a une sorte de joie là-dedans, à détester, à juger. Mais c'est ce à quoi Pascal faisait référence. Les joies cheapettes, en québécois, cheap, qui ont de très peu de qualité. Alors là, en ce moment, j'adore détester cette personne. C'est très agréable, c'est une forme de joie. Est-ce qu'il y en aurait une autre, plus profonde? Peut-être. Et ça devient vraiment une pratique. Hein? La joie de... Ah tiens, je vais renoncer à aller dans cette direction-là dans mon esprit. Je vais réorienter. OK, j'ai beaucoup de colère envers toi et je te souhaite du bien. Et je ne veux pas abuser, même à travers mes pensées. Alors, à travers mes pensées, à travers mes paroles, nous avons dans la bouche une hache qui peut permettre de construire un refuge ou de détruire les relations, briser les relations. Alors, la pleine conscience de la parole. Puis ce jeu-là de renoncer à ce qui pourrait blesser et la joie de ça, de se coucher le soir. Il y a un terme, Olivier, tu n'auras pas à le traduire, je te le donne en anglais, the joy of blamelessness. On parle de ça en anglais. La joie d'être sans blâme. Se coucher le soir, puis avoir renoncé, de cause à effet, avoir pu renoncer au regret, à l'agitation, au remords. On voit que ça prend beaucoup, beaucoup de présence. Hein? Pour ça, il faut être très attentif au moment de penser, au moment de parler, puis au moment d'agir aussi. Alors la joie, toute la joie qu'il peut y avoir, de mourir en paix, même si je pense plus loin, de dire, tiens, j'ai vraiment fait attention à ça. Ma pleine conscience au service de ne pas blesser, de ne pas blesser les êtres qui viendront. Wow, ça va loin, qui n'existent pas encore dans ma façon de consommer. Oui, la joie d'avoir tout ce que je veux, c'est le bonheur nord-américain en tout cas, c'est d'avoir chaque objet, de posséder chaque objet, tous les objets. Ça, c'est une joie cheapette. Très peu. J'aime le dire en québécois comme ça, je me dis, il y a des chances que ça impressionne, ça reste, qu'on s'en souvienne. Une joie de peu de qualité qui est de posséder, puis l'autre joie de protéger ceux qui viendront, nos petits-enfants.
le nos petits-enfants, le nos est très vaste. Là. Moi, j'ai pas d'enfants, j'aurais pas de petits-enfants, mais oui, j'en ai aussi, nos petits-enfants, tous nos petits-enfants. Je parlais il y a quelques années avec Kumi Naidoo, qui était directeur de Greenpeace, puis c'est ce qu'il disait. Il disait, vous, les gens de la pleine conscience, c'est votre apport comme activiste, comme militante, militant. Votre apport, c'est d'enseigner le contentement, d'enseigner la protection, la joie de protéger, la joie de la simplicité. Tu y faisais référence aussi, Gwenola. Je pense que c'est votre apport. C'est peut-être pas de... Peut-être aussi de poser des gestes d'opposition ferme au système qui détruit la planète, mais c'est aussi d'enseigner la simplicité, le contentement. Eugenio, je pense que j'ai bien organisé les groupes car j'ai tenu compte des noms des gens. Axel, donc c'est assez facile de voir Axel, par chat, s'il te plaît. Ceux qui étaient français. Axel, par chat, s'il te plaît. Et c'est vraiment bien aussi la joie de renoncer à la perfection. Ça, c'est une joie incroyable. Sur 25 ans de pratique, c'est une des plus belles joies que j'ai trouvées, d'accepter que ça va être un peu bancal, à gauche et à droite, technologiquement, entre les humains, dans les relations. Ah, ça dégage tellement le cœur, ça, d'apprendre ça, que ça ne va pas se passer exactement comme on voudrait. De renoncer à ce que ça se passe comme je veux. En tout cas, je pense que ça fait déjà un bon 10 minutes que je parle, hein, Gwenola? Mais je pense que ça peut être bien qu'on ouvre, toi et moi, sur quelques minutes. Là. Je pense on s'était dit ça. Hein? Ouais. Qu'on ferait une petite présentation chacun, puis qu'on pourrait échanger après. Là. Mmh. Alors, moi, quelque chose qui m'intéresse, enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent évidemment dans ce que tu nommes. Ouais, il y a... Donc, on a parlé ensemble du renoncement, le fait que ça puisse causer de la joie. Quelles sont les conséquences via, par exemple, la protection, via, par exemple, le contentement, via, par exemple, la simplicité. Quelle est la cause principale du renoncement? Ah oui, merci. Ouais, c'est quelque chose que je trouve très, très fort dans la pratique de la pleine conscience, là, parce que pour moi, tout ce dont on parle aujourd'hui, ça sort de là, de prêter attention pour faire des liens de cause à effet. Puis pour moi, la cause, ce que je comprends de qu'est-ce qui cause le renoncement, qui va causer la joie. Hein? Alors, qu'est-ce qui cause le renoncement? C'est une compréhension profonde. Quand je comprends profondément que quelque chose n'est pas aidant, ni pour moi, ni pour les autres, c'est là où il y a le lâcher-prise. Hein? Et donc ça, comme prof, moi, là, comme prof de méditation, je l'ai vu, mais des milliers de fois, c'est ce à quoi je suis le plus exposé. Quelqu'un qui dit « Ah, Pascal, j'ai compris. Je l'ai compris, mais dans mon corps, là, ce qu'on appellerait dans un autre langage vipassana. Hein, une compréhension profonde. C'est la pleine conscience qui amène ça. D'être très attentif, puis là, de voir quelque chose se répéter et de voir tout à coup, ah, le côté défectueux ou les désavantages de l'arrogance, par exemple, ou de la haine de soi dont tu parlais tout à l'heure, peut-être, ou plus du doute dont tu parlais. Tu sais. Et tout à coup, ah non, mais je suis secoué, je ne peux pas me permettre de retourner vers ça. Là. Ou pour moi, par exemple, je sais qu'un jour, j'ai compris le danger qui vient avec les opinions. Quand je m'agrippe à une opinion, ça peut faire tellement mal. Puis quand j'ai compris ça, là, que d'être pris avec mon opinion, d'avoir une saisie, là, tout à coup une rigidité mentale, mais c'est comme ça que ça doit être, ça ne doit pas être autrement. Puis de voir très, très clairement, comprendre grâce à la pleine conscience, le danger qui vient avec une opinion, il y a quelque chose qui tout à coup, oh,
Les opinions, parfois, il faut que j'y renonce. Comme l'opinion que ça devrait se passer comme ceci ou comme cela, là, j'y aurais pas droit. Là. Ça va pas se passer comme j'avais prévu. Alors, c'est bien de renoncer à cette opinion. Alors, au moment de comprendre le coût énorme ou le coût énorme de l'agitation, quand j'adore penser à toutes sortes de choses, des liens dans ma tête, je fais des associations, je peux être assis sur le coussin pendant 1 heure à faire des associations, et c'est très agréable. Je pense à ceci, je pense à cela, ce qui m'amène à penser à ceci, passé, futur, toutes sortes de... Puis il y a un moment où je me découvre que, ah oui, mais il y a quelque chose auquel je ne me donne pas accès. Avec... Ah là, peut-être que je suis moins intéressé par... Là, il y a un renonce. Je renonce à être fasciné par toutes mes productions mentales pour aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible dans le cœur. Pour toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager autour de ce processus-là, de la naissance du renoncement, de l'apparition du renoncement? Oui, je te rejoins dans cette compréhension profonde. Après, on pourrait se demander, mais tiens, qu'est-ce qui permet la compréhension profonde? Oui, qu'est-ce que tu dirais, toi? Ben, je dirais de cultiver un petit peu de calme, un petit peu de simplicité, de créer de l'espace. Du coup, pour moi, c'est à la fois linéaire et ça n'est pas linéaire. On le voit bien aussi dans les enseignements. Parce qu'au fond, à certains moments, je peux faire le choix très délibéré de renoncer à remplir, m'occuper. Et c'est pas facile, c'est pour moi même aller à contre-courant de la société qui valorise le fait d'être très occupé. Mais je suis occupée, Pascal. Et ça c'est valorisé. Donc, je vois là aussi, je le nommais tout à l'heure, la qualité du courage et de la bonté. La bonté. Par bonté, je vais m'offrir de l'espace. Par bonté, je vais simplifier juste pour quelques instants. Créer un petit peu d'espace, ce qui peut m'aider à m'incliner vers un petit peu de tranquillité. Sans forcer, sans exiger. Oui. C'est je reviens toujours avec ça, la psychologie bouddhiste. Tu disais que ça peut être linéaire et ça peut ne pas l'être, mais tu sais, il y a une version linéaire que je trouve très, très belle, très intrigante, qui est quand le Bouddha semble avoir dit, de la même façon que quand il pleut, l'eau tombe dans la montagne, elle se joint à un ruisseau, qui se joint à une rivière, qui tombe dans l'océan, comme ça. Il dit de la même façon que quand on est attentif, donc la pleine conscience, va faire naître la curiosité. Parce qu'on va être intrigué tout à coup par, si on prête attention, tout à coup, les sons de la pluie ici. Alors, il y a quelque chose. Et ça va énergiser un peu l'esprit. Hein? La curiosité va énergiser. Et là, il va y avoir une joie de présence pleine, en contact. Cette joie-là va amener le calme que tu mentionnes. Le calme va amener le silence intérieur ou concentration. Ça va équilibrer l'esprit. Et quand l'esprit va être équilibré, il va voir clairement ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas pour lui-même. Et en voyant ce qui a de la valeur, on va le nourrir, et en voyant ce qui n'a pas de valeur, ça va être renoncer. On va renoncer à ceci. Cette version un peu linéaire là, qui est très belle. Je pense que c'est le boulot des enseignants de méditation, entre autres, de pleine conscience, c'est d'amener les gens vers ça, là, ce que tu mentionnes, puisque moi je mentionne de façon linéaire. Créer un espace. Et aussi, je pense qu'il y a des risques de mauvaise compréhension, de confusion
qu'est-ce que ce n'est pas le renoncement, Ouais. les Et tu, ennemis oui, lointains et, et comme on proche. dit, proches. Ouais, ouais. Et, mais oui, tu en as parlé. Tu as parlé d'aridité, on pourrait parler d'austérité. On le voit aussi dans l'histoire du Bouddha. Au début de son histoire, hein, quand il a quitté le palais, il a d'abord pris la voie de l'austérité, en renonçant notamment à s'alimenter. Et l'histoire raconte qu'il en était arrivé à ne plus manger qu'un grain de riz par jour. Comme les gens qui travaillent trop, une sorte d'austérité moderne. Hein. Je travaille, j'ai plus le temps de manger, plus le temps de voir les amis, plus le temps de... je travaille. Une pratique d'austérité moderne. Ouais. Et puis, il s'est rendu compte, là, il y a cette réalisation que, ben, tiens, ça n'amène pas beaucoup de joie. Ça n'amène pas de clarté. Ça n'amène pas la fin de la confusion ou du trouble. Et j'aime beaucoup me souvenir de cette histoire, hein, parce qu'au fond, renoncement pourrait être mal compris comme une voie d'austérité. Et c'est tellement pas de ça dont il s'agit. Et aussi, ça n'est pas un achievement, donc quelque chose qu'on atteint à un moment. Ah non, mais le doute de soi, moi, ça va, j'ai résolu le truc. Les opinions, non, mais ça c'est bon. Oui, et dans quelle mesure est-ce que ouais, je suis prête, nous sommes prêts à renouveler cela d'instant en instant. Donc, je le vois aussi vraiment comme une voie, comme un chemin ouais, sur lequel poser nos pas et un engagement, dedication, un engagement à plus de joie en continuant à cultiver la clarté, la pleine conscience, hein, l'équilibre. Oui. Un des dangers, je pense que tu me le renommais ce matin quand on s'est écrit un peu, on en avait parlé il y a quelques semaines, tu sais, de ce qu'on appelle en anglais le spiritual bypassing, alors l'évitement spirituel. Et parfois, on peut voir ça autour des pratiques de la pleine conscience, c'est on peut comprendre très, très vite là, que les valeurs, c'est la bienveillance, c'est ceci, c'est cela, entre autres, ça pourrait être le renoncement, tu sais. Et tout à coup, c'est ça, on passe par-dessus, on fait comme si ça n'existait pas, alors on suppresse et tout à coup, on est une personne bienveillante. Toujours bienveillante, parce qu'on est dans ce milieu-là maintenant. Et c'est fake, on dirait en anglais puis en québécois. Là. Alors, c'est un jeu, c'est une représentation. Et pour moi, le travail de la pleine conscience, c'est beaucoup plus profond que ça. Je fais quelque chose comme le renoncement ou la bienveillance ou quoi que ce soit d'autre, c'est parce que je comprends profondément que c'est la meilleure option que j'ai dans une réalité comme celle-ci. Et ça, c'est aussi un des dangers, puis une des choses que les personnes qui enseignent la pleine conscience, la présence attentive, doivent bien guider, parce que ça peut être, les gens se mettent à arriver, ils arrivent au cours de yoga, ils sont comme ça, ils arrivent Et ça, c'est horrible, ça, parce qu'en dessous, il y a tout le truc, la colère, et ça. Et donc, ça serait ce que j'appellerais peut-être l'ennemi proche, hein, l'ennemi lointain, ou en tout cas un des ennemis, une des choses opposées au renoncement. C'est pas vrai. On renonce, mais c'est juste, c'est plaqué un peu. C'est une performance. Puis ça, ben, ça coûte cher. Et c'est pas inhabituel. Hein? Et moi, j'ai eu la chance, je peux le dire comme ça, mais de parler à des gens qui m'ont dit « Ah, écoute, Pascal, j'ai fait un bon 15 ans de ça, là, moi. Je m'en rends compte. Là, mais en même temps, bon, ben, ça fait partie du chemin. Si ça prend 15 ans à jouer un peu, tu sais. Puis quelqu'un me disait, tu sais, ah oui, la posture assise, comme ça, très formelle, comme ça, parfait pour ne pas vivre. Alors, juste bienveillant, attentif. En dessous, beaucoup, beaucoup de colère. Mais
tasser ça, tu sais. Mmh, Et ça, mmh, c'est pas exactement ce dont on parle. Alors, c'est mmh, délicat, on pourrait facilement se tromper, tu sais. mmh. Et du coup, moi, je vois aussi un lien, enfin, j'amène un autre terme, mais qui est vraiment proche de ce que tu nommes, c'est de faire du renoncement une injonction. Oui, exact. Il faut renoncer, il faut lâcher prise, tu sais, il faut que je travaille mon lâcher prise. Et du coup, bah, il n'y a pas de joie là. Non, Je pense que la joie est un bon indicateur. tu as Et, raison. et en fait, ce à quoi on peut véritablement s'intéresser, donc ça nous demande aussi beaucoup d'humilité et d'honnêteté, c'est à quoi est-ce que je m'agrippe là? À quoi est-ce que je m'agrippe là? Et qu'est-ce que cela crée? Est-ce que c'est aidant? Est-ce que ça crée du trouble pour moi, pour les autres? À quoi est-ce que j'aspire? Mm. Mm. Ah, c'est un sujet tellement riche, on pourrait faire une année d'exploration de ça, c'est clair là, en tout cas pour moi, là, que c'est tellement riche. En plus, il y a d'autres trucs qui me viennent à l'esprit, puis je ne sais pas où on en est là, dans notre horaire, là. Je ne suis pas très bien, j'ai Très loin, renoncé malgré moi, très suivre loin. le timing. Et, je voudrais juste m'assurer qu'on mentionne un peu ça parce que je trouve que c'est tellement une belle forme de renoncement, d'une joie qui peut être profonde, qui vient du renoncement, puis qui est tellement appropriée ces jours-ci. Ben, ça l'a toujours été, mais en ce moment, je trouve qu'il y a une opportunité là, qui est immense. Puis pour moi, la question que je me pose, c'est comment, en termes de justice sociale, qu'est-ce qu'il y a là dans la rencontre entre la justice sociale et la joie du renoncement? Et une des choses que je comprends dans ma pratique et qui est de plus en plus présent dans les milieux où j'évolue, les centres où j'enseigne, etc., puis toi aussi, là, puis on en parle souvent, toi et moi, ensemble, c'est tout le travail, parce qu'encore une fois, cette joie du renoncement, c'est d'abord un laboratoire d'exploration pour trouver le renoncement, pour trouver la joie du renoncement. Ça va être beaucoup d'exploration. Et moi, je commence à toucher là, à la joie du renoncement qui est reliée à abandonner, renoncer à mes préjugés, Mm. à tout ce que j'ai appris à travers ma culture, à travers la culture dominante, à travers la culture de suprématie blanche, le blanc comme supérieur, suprême, etc., de me questionner là-dessus et d'apprendre à renoncer à certains préjugés, certains biais cognitifs. Et là, pour moi, c'est très, très riche. Puis ça fait partie de la joie de protéger les autres. Alors, je trouve qu'il y a un travail de pleine conscience. Pour moi, la pleine conscience et justice sociale, c'est absolument lié. Euh, J'entendais quelqu'un il y a quelques années, un maître, quelqu'un de très réputé, qui disait la présence attentive pour faire son travail spirituel intérieur, c'est un peu la maternelle. Hein? Si ça s'arrête à ça, ça ne vaut pas grand-chose. Mais aussi comme objet pour transformer le monde, la société dans laquelle on vit. Puis ça commence par, oui, une transformation intérieure. Alors pour moi, d'aller questionner ça, d'amener ma pleine conscience, puis pour euh, comment je pourrais dire, la joie de perdre un privilège, la joie de perdre le privilège de ne pas avoir à penser à qui n'est pas là, qui n'est pas, qui est effacé, qui est absent. Je pourrais me poser la question dans ce groupe-ci ici, là, de nous 70 personnes, là, qui n'est pas là? Qui est là? Euh, qui n'est pas là en termes de genre, en termes de qui n'est pas nommé, qui pourrait ne pas se sentir complètement bien. Alors, est-ce que tout le monde est bienvenu ici ou non? Est-ce que c'est un espace seulement pour les personnes hétérosexuelles Mm. ou non? Ah, en nommant tout à coup, j'ouvre quelque chose. Est-ce que c'est un espace juste pour les personnes cis ou les Mm. personnes trans sont bienvenues? Alors, je renonce à ne pas avoir à penser à l'autre,
à cause de sa couleur de peau ou d'une situation de handicap ou de l'âge ou de la classe sociale, etc. Alors la joie d'inclure, la joie de considérer, la joie de changer son point de vue qui est limitant, disqualifiant, etc. Et donc pour moi, il y a une joie là, de renoncer à ne pas considérer. Oui, merci beaucoup de nommer ça. Et je vois aussi en lien avec cela, je viens d'avoir une conversation avec, dans le cadre de ma formation, notamment avec Christina Feldman, qui disait, mais on a besoin de consentir à être dans l'inconfort pour avoir ces conversations-là. Dans quelle mesure est-ce que je suis prête à me mettre dans l'inconfort? Et là, il peut y avoir aussi la joie d'oser, tu sais, être dans l'inconfort pour aborder ces sujets-là, qui peuvent être tellement couverts. Et, ouais. Oui. La joie je pense que tu parlais de le courage comme qualité, là, le courage de tiens, je vais rentrer dans une conversation difficile où tout à coup je perds un peu pied, je me sens un peu coupable, un peu confus, un peu oui, mais j'y vais parce que tout à coup, c'est pas seulement les autres, les personnes des groupes marginalisés qui vont porter la douleur de ne pas être inclus, la douleur de ne pas être vu. Alors, je vais porter une partie de cette douleur-là aussi, de cet inconfort, là, de comment c'est que d'être ensemble. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de richesse là-dedans. Puis, tiens, j'en profite pour dire ça, là, mais il y a un livre, entre autres, de Ruth King, qui est Mindfulness of Race, où Ruth parle très, très bien de ce travail-là, Mindful of Race. Et il y en a plein d'autres. Il y a le livre de Zenju Earthlyn Manuel qui s'appelle... comment ça s'appelle, non? Tenderness. The Way of Tenderness. The Way of Tenderness. La voie de la tendresse. Puis le sous-titre, c'est quelque chose comme comment s'éveiller ou l'éveil, ou quelque chose comme ça. L'éveil à travers le genre, la race et l'orientation sexuelle. Et ça, c'est incroyable. Le problème du racisme, c'est un problème blanc, de personnes blanches. Si vous reconnaissez quelque chose en vous, même si vous n'avez pas l'habitude de penser à vous comme personne blanche, s'il y a du racisme sur la planète, si vous faites partie du groupe problématique, comme moi, alors c'est important d'oser ça. Hein. Si vous êtes un homme cisgenré comme moi, c'est vraiment bien de se poser des questions sur le sexisme. Le sexisme, c'est un problème d'hommes. C'est eux qui l'ont inventé. Et je ne parle pas de nous comme individus, on est peut-être des personnes très, très bien, mais comme groupe, on est vraiment problématique, les groupes dominants. Si vous êtes une personne blanche, vous faites partie du groupe problématique dans la société. Si vous êtes un homme cis ou une personne non trans, vous êtes problématique un peu, où on est, je le suis. Si vous êtes hétérosexuel, vous avez quelques questions à vous poser. Là. Oh, pas moi, je n'ai pas à réfléchir à ça. Je suis dans la norme, je suis it, je suis exactement comment ça devait être conçu. Oui, mais vous créez beaucoup de problèmes pour les autres. Alors la joie, vous voyez là, la joie qui sort de moi, la joie de dire, OK, la joie de prendre responsabilité, tiens, je fais partie du problème. Dans ma façon d'être silencieuse ou silencieux, de ne pas parler des choses, d'éviter le sujet, je maintiens un système en place. Oh! Non, je ne veux pas entendre ça. Oh là là. Merci Pascal de nommer ça. Merci à toi, Gonona. Est-ce qu'il y avait une pratique qu'on voulait suggérer un peu? Ah non, c'était le temps d'aller faire des groupes, hein, je pense. Non, on peut faire une petite pratique. Ouais. Par contre, on pourrait peut-être revoir un petit peu le timing. Attends, je regarde un peu. On est censé terminer à 17h45. Est-ce que
toi, tu voudrais nous guider dans une pratique Ça va être assez court si on veut garder le temps pour les petits groupes. OK. Tu voudrais combien de temps? Une dizaine de minutes ou moins? Ouais, c'est ça, ouais. Oui? Ouais, OK. 10-15 minutes, ouais. 15 minutes, ça me semble bien. Ça te va? Oui, oui. Alors, si ça vous va aussi, bon, je sais que c'est une question un peu rhétorique parce que ça va être dur de répondre, là, mais c'est bien de... Merci de nous faire confiance. En tout cas, merci beaucoup de nous faire confiance dans cette exploration-là. Puis, parenthèse, bien évidemment, on nomme pas tout hein, parce que c'est juste quelques minutes de rencontre. Alors, il y a 100 000 nuances, 100 000 choses qui ne sont pas nommées, qui ne le seront pas ce matin ou cet après-midi pour vous. Mais ce que je voudrais suggérer, alors maintenant, ce qu'on voudrait suggérer, c'est une petite pratique sur le renoncement ou la joie du renoncement. C'est une exploration, ça ne veut pas dire qu'on va ressentir la joie là, hein. Dans l'exploration, en tout cas à travers la pleine conscience, moi, ce que je comprends, c'est qu'on est toujours intéressé par, si on fait une étude du renoncement, ça va être la présence et l'absence du renoncement. Quand je suis le contraire de renoncer, peut-être c'est l'agrippement, d'être agrippé à quelque chose, à s'accrocher à quelque chose, peut-être. Alors, pour moi, là, c'est très important. C'est ce que mes enseignantes et enseignants m'ont appris. Quand on développe la bienveillance, on étudie la bienveillance, bien, parfois, ce qu'on étudie, c'est l'absence de bienveillance. Puis parfois, c'est la présence de bienveillance. C'est égal. On fait une recherche sur la présence, l'absence du courage, de la pleine conscience. Si on pratique la pleine conscience, on va souvent étudier son absence, c'est sûr. Hein? C'est une façon aussi de ne pas être jugeant, là, puis de se dire non, là, il faudrait que je sois pleinement consciente ou bienveillante ou ceci, cela. Non, parfois, il va y avoir la présence, l'absence. Une façon de pratiquer la bienveillance qui pourrait être intéressante, c'est une façon, là, il y a beaucoup de créativité possible dans la culture de la bienveillance. Une façon d'y penser puis de la pratiquer, ça pourrait être en se disant quelque chose comme et si la bienveillance, metta hein, en pali, la bienveillance ou metta, ou l'amour, si on va aussi loin que ça, c'est un gros mot, l'amour. Si c'était une absence d'obstacle à, si c'était de renoncer à ce qui fait obstacle, aux empêchements de la bienveillance, si la pratique c'était ça, plutôt que de vouloir émettre ou produire de la bienveillance, si on se disait que la bienveillance, c'est ce qui reste quand les obstacles sont retirés. En tout cas, j'ai déjà entendu Ajahn Sucitto parler de ça, ou je pense que c'est dans son livre sur les perfections. Paramis, je crois que ça s'appelle. Et il parlait de ça, c'était juste une petite phrase que j'avais lue, puis je m'étais dit, ah, tiens, je pourrais pratiquer un peu comme ça. Alors j'aimerais nous suggérer de faire une petite expérimentation qui va peut-être marcher, peut-être pas. C'est ça le jeu d'être dans un laboratoire, dans un espace de recherche. C'est qu'on essaye des affaires, puis on voit. Alors, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux ou non, comme vous voulez. Restez exactement là où vous êtes, ou ajuster la posture, ou vous mettre debout, ou quelque chose d'autre. Et je vous invite à sentir le corps, si ça vous semble juste, à ce moment-ci de la journée, de l'atelier. Peut-être se permettre d'entendre les sons, le silence. Sentir les mains, là où elles reposent quelque part. Si on veut, pas très loin des mains, il y a probablement le ventre. Quelle est l'expérience là? Il n'y a peut-être rien de ressenti, des légers mouvements reliés à la respiration. On pourrait découvrir la vie de la poitrine aussi.
Et juste si vous voulez, vous pourriez penser à quelqu'un dans votre vie avec qui vous partagez votre vie d'une façon ou d'une autre. Là. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez dans la maison, colocataire, partenaire, enfant, quelqu'un, une ou un ami, quelqu'un vous vient à l'esprit. Si vous voulez penser un moment, quelque chose comme « je te libère », au moins pour un moment, je te libère de mes idées limitantes à ton sujet. Je te libère, ou je me libère de mes pensées disqualifiantes. Juste pour un moment, juste pour essayer un peu. Je laisse tomber mes jugements à ton égard, ressentiment. Mes attentes, mes jonctions. Juste pour un moment, je laisse tomber ça. Je te redonne ton humanité. Je te souhaite du bien. Je laisse tomber pour un moment au moins la meilleure version que j'ai de toi dans ma tête, la version améliorée. Je te libère de ces contraintes-là. Au moins pour un moment. Vous voyez ce que ça fait bouger en vous, dans un sens ou dans l'autre, si ça fait bouger quelque chose. Et si vous voulez, essayez avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre vous vient à l'esprit. Tiens, toi, à ton tour, toi aussi, pour un moment au moins, je te libère de mes préjugés, jugements, de mon ressentiment, de mes attentes. Juste pour un moment. Puis tiens, pour un moment, je me libère de tes attentes à mon égard, de tes jugements, de tes idées faites ou limitantes à mon sujet. Je me libère de ça, au moins pour un moment. Et si vous voulez, vous pouvez aussi laisser se dissiper les pensées reliées à cette personne, puis tiens, on fait un dernier petit tour, juste si vous voulez, ceux qui veulent. Je vous invite peut-être à penser à un groupe que vous craignez un peu,
des gens qui sont marginalisés dans la société d'une façon ou d'une autre, lesquels vous vous sentez un peu inconfortable. Pas sûr. Ouais. Une légère crainte ou haine. Si vous voulez penser à ces gens avec un peu la même formulation, tiens, pour un moment, je vous libère de mes idées apprises à votre sujet, de mes idées limitantes, enfermantes, oppressantes. Je libère de mes biais cognitifs. Je vous redonne toute votre humanité. Je vous souhaite du bien. Pour un moment au moins, je vous libère, je me libère de mes craintes. Je m'approche un peu. Pour reconnaître votre humanité. Pour reconnaître que tu es unique. Que tu souhaites être bien. Que tu crains la douleur. Je reconnais ta sensibilité. Et si je sens que moi-même, j'ai été limité par la société, marginalisé d'une façon ou d'une autre, je prends un moment, tiens, pour me libérer du regard de la société sur moi qui est limitant, disqualifiant. Tiens, pour un moment au moins, je me libère. Cette oppression intériorisée. Ce jugement. Et je sens un peu ce que je sens, je découvre ce qui est là en ce moment. Comment est le corps, le cœur de l'autre côté de cette pratique, perturbé, libéré, épuisé, déconnecté, calme. Si mes yeux sont fermés, peut-être que je les ouvre, puis je renonce à tout agrippement autour de cet exercice. Merci pour d'avoir exploré ça un petit peu avec nous. Merci Pascal pour cette pratique. Je souhaitais voir avec toi. On a, je pense, encore 20 minutes. Au niveau de ce qu'on avait prévu.
Est-ce que tu as une idée de comment tu voudrais procéder? Est-ce qu'on ferait quand même les petits groupes? Je trouve que ce serait chouette. Hein. Oui, oui, oui. Peut-être juste sur la première partie, Oui. sans échange, hein, ça irait ça. Et puis alors on se retrouve tous ensemble en plénière. Oui, oui. Ouais, good. Donc, ce qu'on vous propose, et merci à Axel et aussi Eugénie, Stéphane pour l'aspect logistique, donc c'est de vous retrouver un petit groupe de 3 personnes et de pouvoir vous engager dans une pratique. Certains la connaissaient certainement, on appelle ça souvent on appelle ça la question répétée. Et là, on va faire ça à 3. Donc, ça va se passer de la façon suivante. Il va y avoir une première personne qui va poser une question que Axel va mettre dans le chat en français et en anglais, qui est à quoi voudrais-tu renoncer et à quelle sorte de joie ça te donnerait accès? Première personne qui pose cette question à une deuxième personne. La deuxième personne répond. Première personne peut dire merci, clôturer ce moment. Puis, la deuxième personne pose la même question à la troisième personne. À quoi est-ce que tu aimerais à quoi voudrais-tu renoncer et à quelle sorte de joie ça te donnerait accès? La troisième personne répond. La deuxième personne dit merci. Puis la troisième personne pose cette question à la première personne. À quoi voudrais-tu renoncer et à quelle sorte de joie ça te donnerait accès? Et l'idée, c'est de répéter ceci pendant 7 minutes. Donc, on voit ici qu'il n'y a pas une bonne réponse à trouver. On est vraiment dans un laboratoire. Donc, de juste se laisser surprendre par ce qui émerge au moment où la question nous est posée. C'est bienvenu de marquer un temps de silence avant de répondre. C'est bienvenu de redire la même chose, si c'est ça qui vient lorsque on est au deuxième tour, par exemple. C'est bienvenu de dire « je ne sais pas », si c'est ça qui est présent. Donc, de garder vraiment l'espace très ouvert, c'est une pratique que l'on partage ici à 3, de rester très ancré dans le corps, pleine conscience, se laisser surprendre, laisser résonner la question et voir ce qui émerge au moment où ça apparaît.